Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble des extraits d'un livre qui fait pas mal de bruit, You Become What You Think de Shubham Kumar. Bonjour. Oui, alors c'est pas juste un livre parmi d'autres, hein. C'est une sorte de concentré, vraiment. L'auteur est allé piocher dans des centaines d'ouvrages clés. C'est ça, croissance personnelle, bonheur, psycho, stoïcisme, enfin il y a tout. Une vraie synthèse. Exactement. Un travail assez impressionnant, en fait, pour ne garder que le plus percutant, et surtout ce qui est applicable au quotidien. L'idée, c'est vraiment de proposer des raccourcis, quoi, pour mieux piger comment notre esprit fonctionne et comment il façonne notre vie. Et le message de fond, il est assez direct, presque un peu choc. Ce sont nos pensées qui construisent notre réalité. Kumar cite Bouddha d'ailleurs. Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. Ou encore, nous sommes ce que nous pensons. Avec nos pensées, nous créons le monde. Difficile d'être plus clair, effectivement. Le titre résume tout. Vous devenez ce que vous pensez. Voilà. Et c'est ça qu'on va essayer de creuser aujourd'hui. Voir comment toutes ces idées qui viennent de la pleine conscience, des habitudes, du stoïcisme, de la psycho moderne, même des relations, comment tout ça peut nous aider concrètement à, disons, reprendre un peu la main sur notre esprit et donc sur notre vie. C'est le but. On va essayer d'extraire la substance, vraiment les aspects pratiques et transformateurs de ces différentes parties du livre. Bon, alors, allons-y. Cette idée que nos pensées créent notre monde, c'est c'est à la fois un peu vertigineux et en même temps, ça ouvre des perspectives, non? Ah oui, c'est énorme comme potentiel. Si c'est vrai, ça veut dire qu'on a un pouvoir certain. Comment le livre nous aide à l'utiliser, ce pouvoir? Ce qui est intéressant, je trouve, c'est comment il insiste sur le duo mentalité, l'état d'esprit, quoi, et puis la conscience de soi. Aujourd'hui, on est tellement bombardé d'infos, poussé à réagir tout le temps, que comprendre et choisir ses pensées, ça devient presque une compétence de survie. Et ce livre, il essaie de nous donner des outils piochés un peu partout pour justement cultiver ça. D'accord. Et un des premiers gros thèmes, si j'ai bien compris, c'est cette fameuse idée de vivre l'instant présent. Le livre insiste beaucoup là-dessus, hein. La vie, finalement, c'est juste une suite de maintenant. Pourtant, on est souvent ailleurs, hein, coincé entre les regrets d'hier et l'angoisse de demain. Exactement. Il y a cette citation d'Eckhart Tolle qui revient: réalisez profondément que le moment présent est tout ce que vous avez. Bon, facile à dire. Beaucoup moins facile à faire, on est d'accord. Et c'est là que la pleine conscience entre en jeu. Mais attention, pas comme une simple technique de relaxation, plutôt comme un art. L'art d'observer ses pensées sans se faire emporter, sans juger, juste regarder. Hmm. Il utilise une image très forte pour ça, celle des deux flashs. Ah oui, j'ai vu ça. Expliquez un peu. La première flèche, c'est la douleur inévitable. La vie, quoi. Un échec, une critique, une perte. On n'y échappe pas. Mais la deuxième flèche, ah, celle-là, c'est nous qui nous la tirons. C'est la souffrance qu'on ajoute par notre réaction. La rumination, la colère. C'est ça, l'apitoiement, tout ça. Et cette deuxième flèche, elle est optionnelle. Il cite Rick Hanson qui dit: seuls nous les humains nous inquiétons de l'avenir. En gros, les animaux souffrent de la douleur présente, mais nous, on anticipe, on ressasse. Et on se tire cette fameuse deuxième flèche. Exactement. Donc le conseil pratique, c'est: ok, encaisse la première flèche, la douleur, mais refuse de te tirer la seconde, mets fin à la souffrance ajoutée. Ça fait écho au stoïcisme, non? Le livre fait le lien d'ailleurs. Cette idée que beaucoup de notre mal-être vient de notre résistance à ce qui est. On lutte contre ce qu'on ne peut pas changer, et ça fait mal. C'est une source majeure de souffrance, oui. Toll, encore lui, dit que toute négativité est causée par une accumulation de temps psychologique, c'est-à-dire être coincé dans le passé ou le futur, au lieu d'être là. Juste prendre conscience qu'on résiste, c'est déjà un début. C'est énorme. Et comment on sort de là? Une piste importante, c'est l'observation. Observer son propre esprit, mais de façon détachée. L'auteur utilise une analogie un peu étonnante. L'effet zénon quantique. Bon, sans faire un cours de physique, hein. Ouf. L'idée de base, c'est qu'observer un système de très près peut le figer. Appliqué à nos pensées, ça suggère qu'observer consciemment notre propre flux mental, sans jugement, pourrait nous aider à ne pas être constamment balayés par lui. Une sorte de prise de distance par l'observation. Voilà, ça mène à une forme d'auto-acceptation. Il y a cette citation de Louise Hay: essayez de vous approuver et voyez ce qui se passe. Concrètement, voir passer ses pensées comme des nuages. Et peut-être être un peu plus sympa avec soi-même, quoi. Ne pas se juger trop durement.
Il y a aussi une idée intéressante sur le détachement matériel. Le simple fait de dire tout le temps mon ou ma voiture, mon job, ma réputation, Mhm. ça renforcerait l'attachement. Et donc la souffrance si on perd ces choses ou si elles changent. C'est ça. L'attachement crée la peur de la perte. L'invitation, c'est de chercher le bonheur plus dans l'être que dans l'avoir. C'est presque à contre-courant aujourd'hui, non? Carrément. Et ça nous amène directement à un autre pilier. Accepter le changement. Le changement comme la seule constante. C'est une idée qu'on retrouve partout, du Dalai Lama à Héraclite, bien avant. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Vouloir que les choses restent figées, c'est un combat perdu d'avance. Exactement. C'est épuisant et inutile. Alors que si on arrive à embrasser cette impermanence, accepter que tout bouge tout le temps, eh ben, ça peut réduire pas mal la souffrance. Héraclite est cité dans le livre. Jour après jour, ce que vous pensez et ce que vous faites et ce que vous devenez. Si on accepte le courant de la vie, on navigue mieux dedans. Très clair. Donc, première grande étape, plus de présence, d'acceptation, observer nos pensées sans se laisser embarquer. Mais après, comment on passe de la pensée, de l'intention, à l'action qui dure? J'imagine que c'est là que les habitudes entrent en scène. C'est un autre gros chapitre, non? C'est ça. La transition est logique. Si on devient ce qu'on pense, il faut bien que ça se traduise en actes répétés. Sinon, ça reste juste une idée en l'air. L'idée forte ici, c'est dès qu'on a un objectif, il faut le transformer immédiatement en une habitude quotidienne, même toute petite. Une action concrète répétée. Oui, c'est la répétition qui ancre le truc. Il cite Jim Rohn, la motivation vous met en route, l'habitude vous fait continuer. Ah, ça c'est parlant. La motivation, ça va, ça vient. Voilà, on ne peut pas compter que là-dessus. Alors qu'une habitude bien installée, elle tourne presque toute seule. Oui, mais justement, créer l'habitude, c'est souvent là que le bas blesse. On commence plein de bonne volonté, et puis C'est pour ça que le livre s'appuie beaucoup sur les travaux de James Clear. Son approche est très, très pragmatique. Il résume ça en 4 lois pour créer une bonne habitude. Il faut la rendre 1. Évidente, facile à voir, à démarrer. 2. Attrayante, désirable, qui donne envie. 3. Facile, qui demande peu d'efforts. Et 4. Satisfaisante, avec une petite récompense à la clé. logique. Et il explique aussi la fameuse boucle de l'habitude. Un signal, un déclencheur, provoque une envie, qui mène à une réponse, l'habitude elle-même, qui apporte une récompense. Si on comprend ça, on peut, on peut jouer avec pour changer nos habitudes. Hacker le système en quelque sorte. C'est un peu l'idée. Et surtout, Clear insiste sur le 1% d'amélioration par jour. Ça a l'air de rien, 1%. Oui, on se dit que ça ne va pas changer grand-chose. Mais l'effet cumulé sur le long terme est juste énorme. C'est la puissance des petits pas constants. Et il a cette phrase très forte. Chaque action que vous entreprenez est un vote pour le type de personne que vous souhaitez devenir. Nos habitudes, petit à petit, elles sculptent qui on est. J'aime bien cette image du vote. C'est très concret. Et justement, concrètement, il y a des astuces pour appliquer ces lois? Parce que rendre facile, par exemple, quand on est crevé ou pas motivé, Oui, oui. Le livre reprend des trucs pratiques, comme la règle des 2 minutes de Clear. L'idée, c'est de démarrer une nouvelle habitude par une action qui prend moins de 2 minutes. ah oui, genre, Bah, vous voulez lire plus? Lisez une page. Faire du sport, mettez juste vos chaussures de sport. Ça baisse la barrière à l'entrée, tu vois. On voit. Ça réduit la friction. malin. Il y a aussi l'idée d'associer une nouvelle habitude à un truc qu'on aime déjà. Écouter son podcast préféré en faisant la vaisselle, par exemple. Ou regarder Netflix, mais seulement sur le tapis de course. Voilà. Ou la formule 20-20-20 de Robin Sharma, reprise dans le livre. 20 minutes d'exercice, 20 minutes de réflexion ou journal, 20 minutes d'apprentissage. Chaque matin pour lancer la journée. Et un conseil de base, mais essentiel, j'imagine. Oui, dormir. Prioriser le sommeil. Sans énergie, tenir des habitudes, c'est mission impossible. Une fois qu'on a réussi à démarrer, il y a cet effet d'élan, le momentum, c'est ça? Exactement. Une fois qu'on a enchaîné quelques jours, ça devient plus facile. C'est le big mot, comme dit Darren Hardy. L'important, c'est de ne pas briser la chaîne. Ne pas manquer un jour. Ou si on manque, ne jamais manquer 2 fois de suite. Le livre cite même Arnold Schwarzenegger, Ah, qui avouait parfois tricher un peu sur sa technique à la fin d'une série de muscu, juste pour faire 1 ou 2 répétitions de plus. Pas pour la gonflette, mais pour garder l'élan, l'intensité mentale. intéressant, maintenir le flux. C'est ça. La citation de Hardy le résume bien. Le secret de votre succès se trouve dans votre routine quotidienne. On ne peut pas parler d'habitude sans penser à Stephen Covey et ses fameuses 7 habitudes des gens efficaces. Le livre en parle. Oui, bien sûr, il en reprend les grands principes. D'abord, être proactif.
C'est fondamental. Prendre ses responsabilités, choisir sa réponse, ne pas se voir comme une victime des circonstances. Agir plutôt que réagir. Voilà. Ensuite, commencer avec la fin en tête. Avoir une vision claire de ce qu'on veut, de ses valeurs, de sa destination. Sinon, on navigue à vue. Sur l'important, ce qui nous rapproche vraiment de nos objectifs. C'est la gestion du temps et de l'énergie, en fait. Il mentionne aussi le penser gagnant-gagnant dans les relations et surtout cette habitude 5. Chercher d'abord à comprendre, puis à être compris. L'écoute empathique. Absolument. Covey disait écouter avec l'intention de comprendre, pas avec l'intention de répondre. C'est tellement rare et tellement puissant. C'est vrai. Et la dernière habitude de Covey, celle du renouvellement, aiguiser la scie. C'est important aussi. Ah oui, c'est crucial. C'est prendre soin de l'outil principal, nous-mêmes, sur tous les plans. Physique, sport, nutrition, sommeil. Mental, apprendre, lire. Émotionnel, relation, empathie. Et spirituel, valeurs, méditation, nature. C'est l'investissement à long terme sur soi. Exactement. Sans ça, on s'épuise, on devient moins efficace, moins heureux. Les actions suggérées, c'est, par exemple, prendre le temps d'écrire sa mission personnelle, planifier sa semaine autour de ses vraies priorités, pratiquer consciemment l'écoute et intégrer des moments de repos et de ressourcement. C'est pas du luxe, c'est nécessaire. D'accord. Donc on a vu comment être plus présent, plus dans l'acceptation. On a vu comment bâtir des habitudes pour passer à l'action. Mais tout ça, ça repose quand même sur notre état d'esprit de base, notre psychologie. Le livre explore ça aussi. Ah oui, c'est un autre morceau important. Un point clé, c'est la différence entre la mentalité fixe et la mentalité de croissance. Une idée popularisée par Carol Dweck. L'auteur Koumers s'attaque un peu à l'idée reçue qu'on aurait une personnalité figée, qu'on serait d'un certain type, et que c'est défini par notre passé, et que ça ne bougera plus. Le fameux «je suis comme ça, je ne peux pas changer». Exactement. Il cite George Bernard Shaw. La vie, ce n'est pas se trouver, c'est se créer. C'est une invitation forte à ne pas s'enfermer dans des boîtes. Se créer soi-même. C'est une idée puissante. Mais comment on fait ça, concrètement, d'après le livre? Ça passe par plusieurs choses. D'abord, se fixer des objectifs clairs. L'objectif devient un peu comme une nouvelle identité qu'on vise. Ensuite, il faut s'exposer à ce qui est possible, voir des modèles, lire, pour cultiver le désir de changer et croire que c'est possible pour soi. La confiance est essentielle. Et accepter l'échec, j'imagine. Surtout oui, voir l'échec non pas comme une preuve qu'on est nul, mais comme une partie normale du processus d'apprentissage. C'est ça la mentalité de croissance. Il raconte l'histoire d'un certain Nate qui a perdu beaucoup de poids. Mais le changement a commencé quand il a changé sa vision de lui-même, quand il a commencé à se visualiser comme la personne mince et en forme qu'il voulait devenir. La visualisation créatrice. Oui, une technique simple proposée, c'est d'écrire librement sur son avenir désiré, comme si c'était déjà là. Ça aide à reprogrammer un peu le cerveau. Intéressant. Et est-ce que le livre nous alerte aussi sur certains pièges de notre propre esprit, des biais cognitifs, des choses comme ça? Oui, tout à fait. Il aborde plusieurs de ces pièges courants. Par exemple, notre tendance, très humaine, à préférer avoir raison plutôt qu'à chercher la vérité. L'auteur utilise des archétypes. Le prêcheur, qui défend ses idées bec et ongle, le procureur, qui attaque les idées des autres, et le politicien, qui cherche surtout l'approbation. Et l'alternative? C'est de penser comme un scientifique. Tester ses hypothèses, chercher des preuves, être prêt à changer d'avis si les faits le demandent. Même pour nos croyances les plus chères. Oula, c'est exigeant. On le voit bien sur les réseaux sociaux, cette difficulté à admettre qu'on a tort ou à changer d'avis. C'est très difficile, oui. Le livre mentionne aussi d'autres leviers psychologiques, bien connus, souvent utilisés en persuasion ou en marketing. Comme? La réciprocité. On se sent obligé de rendre une faveur ou un cadeau. La cohérence. Une fois qu'on a pris une petite position, on a tendance à vouloir rester cohérent, même si ça nous mène plus loin qu'on ne voulait. C'est la technique du pied dans la porte. Ah oui, La rareté. Ce qui est limité ou difficile à obtenir semble plus précieux. La preuve sociale. On a tendance à faire comme la majorité. L'autorité. On fait confiance aux experts, aux titres, aux uniformes. Et la sympathie. On dit plus facilement oui à quelqu'un qu'on trouve sympa. en avoir conscience, ça permet de moins se faire avoir, hein. C'est l'idée. De prendre un temps de recul avant de réagir ou de dire oui. Surtout face à un vendeur un peu trop habile, par exemple. Tout ça, ça fait penser aux travaux de Daniel Kahneman sur les deux systèmes de pensée. Le livre en parle.
Oui, oui, il fait un lien explicitement. Notre fameux système 1, rapide, intuitif, émotionnel, très utile au quotidien, mais bourré de biais. Le biais de confirmation, par exemple? Chercher ce qui confirme ce qu'on croit déjà? Exactement. Ou l'effet de halo. Une première impression positive sur quelqu'un, et hop, on lui trouve toutes les qualités. Et puis, il y a le système 2, plus lent, analytique, rationnel, celui qui demande un effort conscient. Et qu'on a souvent la flemme d'activer. Et c'est ça. Le livre mentionne aussi l'heuristique affective, quand on prend une décision basée sur notre sentiment immédiat, j'aime pas, sans vraiment analyser. Le conseil général qui ressort, c'est attention à ne pas laisser le système 1 décider seul pour les choses importantes. Et rester curieux, ouvert aux infos qui contredisent nos premières intuitions. C'est clair que comprendre comment fonctionne notre propre machine à penser, c'est essentiel pour nos choix perso. Mais j'imagine que ça joue aussi un rôle énorme dans nos relations aux autres. Un impact direct, bien sûr. Si on est tout le temps en mode réactif, plein de préjugés, incapable de voir le point de vue de l'autre, les relations, ça devient vite compliqué. Logique. C'est pour ça que la dernière partie des extraits abordés se penche sur les relations. Et là, il s'inspire beaucoup de Thich Nhat Hanh, le maître zen vietnamien. Il propose une vision de l'amour basée sur 4 éléments. La joie, être capable d'offrir son propre bonheur à l'autre, l'équanimité, reconnaître qu'on est tous liés, que la souffrance de l'autre est aussi un peu la nôtre, la compassion, comprendre la souffrance, et la bienveillance aimante, vouloir activement le bonheur de l'autre. C'est beau. Ça change de la vision un peu transactionnelle de l'amour qu'on voit parfois. Oui, ici, l'amour vrai, c'est moins une question d'acquérir quelque chose que de comprendre profondément l'autre, y compris dans sa souffrance. Et comment on développe cette compréhension profonde? Le livre donne des pistes? Une idée vraiment fondamentale qui ressort, c'est qu'on ne peut pas vraiment se connecter aux autres si on est coupé de soi-même. Il faut commencer par soi. Exactement. Apprendre à s'écouter soi-même, à comprendre ses propres émotions, ses besoins. C'est la base pour pouvoir ensuite accueillir l'autre avec une vraie empathie, sans projeter ses propres trucs. Donc on revient un peu à la case départ. La connexion à soi, la pleine conscience. En quelque sorte, oui, c'est un cercle vertueux. Se reconnecter à son corps, à sa respiration, c'est présenté comme un moyen très puissant de s'ancrer dans le présent, de calmer le mental qui s'emballe. Thich Nhat Hanh dit: la meilleure façon de prendre soin de l'avenir est de prendre soin du présent. S'arrêter juste quelques secondes plusieurs fois par jour pour sentir sa respiration, ça peut tout changer. Et pour nourrir l'amour au jour le jour, dans une relation. Le livre insiste sur le fait que l'amour, ça s'entretient, et ça se nourrit de bonheur. Un bonheur qui vient de cette présence attentive, de cette pleine conscience. Il y a cette belle image du sel. Une poignée de sel dans un verre d'eau, c'est imbuvable. Mais la même poignée de sel dans une grande rivière, on ne la sent presque pas. Hmm, je vois. De la même manière, un cœur qui s'est élargi par la pleine conscience, la compassion, il peut accueillir les difficultés, les souffrances, les siennes et celles de l'autre, sans être complètement débordé. La citation clé, c'est encore Thich Nhat Hanh. Comprendre la souffrance de quelqu'un est le plus beau cadeau. La compréhension est l'autre nom de l'amour. Comprendre, c'est aimer. C'est ça. Et pour finir, le livre parle de l'amour comme d'une force de guérison. Un amour conscient, qui ne juge pas, qui embrasse tout. Il évoque le concept de bouddhiste de karuna. C'est pas juste de la pitié, c'est une compassion active, une volonté d'agir pour soulager la souffrance qu'on perçoit. L'amour comme une médecine partagée. Oui. Et le message important, c'est que c'est un effort mutuel. Dans un couple, par exemple, les partenaires sont invités à être des guérisseurs l'un pour l'autre. Et surtout à oser demander de l'aide, à oser montrer sa propre vulnérabilité, sa propre souffrance, sans honte. Waouh, on a fait un sacré tour d'horizon, hein, de la pleine conscience aux habitudes, en passant par nos biais cognitifs et la nature de l'amour. Si on devait essayer de résumer tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette exploration de You Become What You Think? Ben, le message qui revient sans cesse, c'est la puissance de nos pensées, de notre état d'esprit, et aussi de nos actions répétées pour modeler notre vie. C'est pas de la magie, hein. Ça demande un effort conscient, ça demande de la présence à soi, une certaine discipline, même si elle est douce, pour cultiver des habitudes mentales et comportementales qui nous font du bien. Mais le potentiel est là. Oui, le potentiel de transformation est vraiment immense. C'est cette idée que le changement est possible et qu'il commence à l'intérieur de nous. Ça rejoint d'autres points du livre, comme le fait que c'est à nous de trouver un sens à notre vie. Tout à fait.
Mmh. Ou que la seule chose sur laquelle on a vraiment le contrôle au bout du compte, c'est notre propre esprit. Exactement. C'est un appel en fait à reprendre les commandes de cet espace intérieur. Et le livre se présente un peu comme une boîte à outils, pour y arriver en piochant dans des sagesses anciennes et des découvertes scientifiques modernes. Alors, pour conclure, peut-être une petite question pour continuer à réfléchir après notre discussion. Si nos pensées créent vraiment notre monde, quelle petite pensée, là, aujourd'hui, on pourrait choisir consciemment de nourrir un peu plus? Ou au contraire, quelle pensée on pourrait décider de laisser passer sans s'y accrocher? Juste pour voir si ça commence à construire une réalité un petit peu différente demain. Excellente question pour méditer là-dessus. Notre discussion d'aujourd'hui s'est nourrie des extraits du livre You Become What You Think de Shubham Kumar, une lecture qui semble offrir une synthèse vraiment dense et stimulante pour quiconque a envie de mieux comprendre et maîtriser son paysage intérieur.